Bonjour à tous. Je vais représenter Perse ce soir. Là, j'ai changé de casquette pour les 5 minutes qui viennent. Perse, c'est une boîte qui a été créée en 2021 et qui fait de l'orchestration de paiement. Pour simplifier, l'orchestration de paiement, c'est de mettre en relation des marchands et des fournisseurs de paiement. Je vais arrêter de vous en parler maintenant. Si vous voulez, après, on pourra vous expliquer tout ce qu'on fait. Il y a pas mal de membres de l'équipe qui sont là. Mais on s'est dit que puisque le thème de la soirée, c'était Java 21, le mot du sponsor allait également être consacré à Java 21. Et on a une question qui nous a été... qu'on s'est posée en interne, qu'on a entendu autour de nous, etc. C'est qu'il y a une grosse fonctionnalité dans Java 21 qui s'appelle les threads virtuels. Et des gens qui disent, mais du coup... est-ce qu'on n'a plus besoin de faire de Webflux quand on est sur Java 21? Qui sait ce que c'est que Webflux? Ok, je ne parle pas trop dans le vide. Et donc, comme effectivement, ces deux mécanismes qui permettent de détacher le traitement d'une requête HTTP d'un thread de la machine, on peut imaginer qu'il n'y aurait plus besoin de Webflux et de la complexité de code qui va avec et des stack trace illisibles. Alors du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'on allait faire un test et puis qu'on allait partager les résultats avec vous ce soir. Donc on a codé un test de performance qui utilise la dernière release candidate de Spring Boot parce qu'elle supporte les threads virtuels, elle utilise une base de données Postgre, elle appelle une API à distance, elle utilise des ressources raisonnables et Java 21 et Gatling pour faire l'injection. Et on a fait 3 cibles. On a ciblé une application web MVC qui utilise des servlets avec les plateformes Threads. Donc les plateformes Threads, c'est ceux qu'on a connus pendant les 25 premières années de Java. Une avec les threads virtuels, donc nouveauté de Java 21, et en comparant ça avec Webflux. L'idée, c'est que vous ne repartiez pas de ces quelques minutes avec une conclusion ferme et définitive sur X, c'est mieux que Y. Le plus gros conseil qu'on a à vous donner, c'est d'essayer chez vous, dans votre contexte, avec des trucs qui ressemblent à votre architecture, etc., etc. Mais on va quand même vous partager des conclusions. La première conclusion, c'est celle-là. Ça renforce un peu le message d'avant. C'est faites des benches. Testez votre plateforme, mesurez ce qui se passe, changez des réglages, changez du code, et on recommence. Avec Gauthier, on a beaucoup... on a fait ce test, et en fait, il y a énormément de barrières qu'on a franchies avec des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voulait tester. Donc, il y a des contentions partout dans un système, et peut-être que les résultats que je vais vous montrer sont influencés par une contention qu'on n'a pas vue. Donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'y passer du temps. Les résultats en vitesse sont là. Avec la servlet, donc WebMVC et les threads plateforme, on est monté jusqu'à 2700 requêtes par seconde sur notre plateforme de test. Au-delà, on sature la HIP, qui était dans notre cas de 410 mégas. Non, on a doublé après, 800. Ce qui donne d'abord une dégradation des performances, puis une out of memory. Avec les threads virtuels, et toujours en WebMVC, on a une stabilité très remarquable des temps de réponse, et on monte jusqu'à 4000 requêtes par seconde, et là notre tir s'est arrêté. Et avec Reactor, c'est très stable jusqu'à 3600 requêtes par seconde, et on sature le CPU. Et ça donne des performances qui sont très irrégulières, mais en pointe, dans ces pics d'irrégularité, il va un peu plus vite avec 4500 requêtes par seconde. Et voilà les graphes des 3 stacks. Donc en haut, les servlets, les threads plateforme, au milieu, le virtuel. Donc sur les threads plateforme, on peut voir qu'au bout d'un certain temps, on dégrade, et quand la courbe s'arrête, c'est qu'il n'y a plus de serveur. Avec les threads virtuels, il faut remarquer que l'échelle est très différente en temps de réponse. C'est 16 secondes le trait médian sur le premier graphe, 120 millisecondes sur le deuxième, et 2 secondes sur le troisième. Donc les pics du graphe du milieu sont très très bas sur les autres graphes.
Et sur le dernier, on voit la dégradation, puis un moment où la plateforme est saturée et où les utilisateurs s'empilent. Voilà ce qu'on a mesuré, nous. On vous propose le code de notre test ici. Et si vous voulez en discuter après ou sur GitHub, vous êtes les bienvenus. Ah oui, le repo GitHub n'a pas encore changé de nom. UpstreamP, c'est l'ancien nom de Purse. Et on vous remercie pour ces quelques minutes. Et ma casquette de gauche remercie le Stijug pour l'organisation. Rémi ? Hop. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus ici. Donc, on va parler de Java 21. On ne va pas parler de tout Java 21 parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Même si maintenant, effectivement, on fait des releases LTS tous les 2 ans, même tous les 2 ans, il y a beaucoup de choses à dire. Vous êtes dans des boîtes, donc vous avez des sous. Moi, je suis à l'université. Donc, si vous avez de la taxe d'apprentissage et vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez la rediriger à l'université Gustave Eiffel en informatique. Je vous promets qu'on l'utilisera pour des machines. Donc, croyez pas ce que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est vrai maintenant. Mais dans 5 minutes, ça sera peut-être plus vrai. Il suffit qu'il y ait un commit sur l'OpenJDK et ça va changer. D'accord ? Essayez pas de dire « Ah, Rémi, il a dit ça, donc je vais faire tout mon business plan sur ce que je viens de dire. » D'accord ? Pitié, faites pas ça. Je reste un académique. Voilà le plan. Alors, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout faire, mais on va voir un peu les changements du langage. Comme je suis feignant, les slides ils sont en anglais, mais je vais parler en français. Donc, on va voir un peu les changements du langage. En 21, on a un certain nombre de changements qui ont été ajoutés. On va voir les changements des API aussi. C'est la première fois depuis une dizaine d'années qu'on touche à Java Util pour rajouter des choses. On va parler un peu de Virtual Thread, mais pas de Bench. Et on passera à la structure de concurrency si on a un peu de temps derrière. La première chose qu'on veut faire en Java, c'est on veut simplifier ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire la capacité d'écrire du code en Java. On s'est rendu compte que depuis une dizaine d'années, il y a des gens qui commencent à se dire c'est vachement bien les scripts en Python, mais ça marche pas sous Windows, ou c'est pas la bonne version de Python, ou c'est pas exactement la même, je sais pas utiliser virtualenv correctement, et ainsi de suite. Et en fait, il existe un langage qui marche de la même façon sur toutes les machines et qu'on peut utiliser pour faire du scripting. Il s'appelle Java. Le seul truc, c'est que la plupart du temps, les gens ne le savent pas qu'on peut faire ça. Donc on veut en fait pousser un peu Java en disant hey, votre super script de 10 lignes, 15 lignes, 20 lignes de Python qui sert pour installer votre truc, mettre vos dépendances, je ne sais pas ce que vous voulez faire avec, vous pouvez en fait l'écrire en Java. Et ça marchera pareil sur toutes les plateformes que vous allez lancer. Vous n'aurez pas un truc spécifique pour Windows, ou ainsi de suite. Donc l'idée, c'est aussi de simplifier un peu le démarrage du langage, aussi pour les débutants, parce que les deux trucs se rejoignent, c'est-à-dire avoir un truc un peu simple. Alors on va passer directement dans l'IDE. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est la version EAP d'IntelliJ. D'accord, ça veut dire que ce n'est pas la version release d'IntelliJ. IntelliJ, cette année, ils sont lents, de notre faute. Quand on fait plein de features qui changent le langage, bizarrement, les IDE, ils rament un peu derrière. Mais voilà, on peut écrire juste un main. Je peux faire run de mon main, et hop, ça run le main. Oh. Comment ça marche ? Il rajoute automatiquement une classe autour. D'accord, c'est un peu la même chose qu'on n'est pas obligé d'avoir des packages. On a un package sans nom. On n'est pas obligé d'avoir des classes.
Si vous n'écrivez pas une classe, automatiquement, il va vous mettre une classe sans nom tout autour. D'accord ? La classe existe bien. Comment il fait pour trouver le nom de la classe ? Il prend le nom du fichier .java et puis il enlève le .java. Et au Magie, c'est le nom de la classe. Même si la classe elle a un nom à la con comme ça sera le nom de la classe. D'accord ? Bien sûr, ça ne marche pas si le nom utilise des caractères qui ne sont pas représentables en Java, mais comme on a le droit à l'Unicode en Java, en règle générale, ça se passe relativement bien. C'est plutôt l'OS qui aura des problèmes que... Enfin, surtout Windows, qui a du mal des fois. Je vous ai affiché... Donc j'ai demandé quelle était la classe courante, et j'ai demandé quels étaient les flags. Et donc on voit que la classe, elle est par défaut finale. Et on ne va pas vous permettre d'hériter d'une classe que vous n'avez pas écrite. C'est pas terrible, comme truc. Super, je suppose que personne ne connaît ce que ça veut dire. Le super ici, c'est historiquement en Java, on pouvait dire non, tu initialises pas la super classe quand tu initialises une classe. Mais le flag, plus personne l'utilise parce qu'il ne marche plus. Ça a été garbage collecté. Et le synthétique ici, c'est une classe qui est marquée générée par le compilateur. D'accord, c'est pas une classe que vous avez écrite, c'est une classe générée par le compilateur. Comment ça marche réellement ce genre de choses-là ? Notez que mon main n'est pas statique. Mon main peut être statique. Je peux écrire statique. Et dans ce cas-là, mon main sera statique. D'accord ? Et quand je le démarre, ça devrait marcher, j'espère. Non, ça ne marche pas. Ah, oui, si je fais des getClass ici, ça ne marche plus après. Mais si je ne fais pas de getClass, je pouvais garder le premier pour qu'on voit quelque chose. Ça marche toujours. Donc, quel est le protocole qui est utilisé ? Il va déjà regarder si on a le public static main void habituel. Après, il va regarder tout ce qui commence par main et qui est statique, et il va essayer de l'appeler. Et si jamais il ne trouve pas de méthode statique, il va en fait créer automatiquement une instance avec le constructeur sans paramètres. Notez que vous ne pouvez pas écrire le constructeur. Vous avez automatiquement un constructeur public qui est créé. Enfin, c'est comme d'habitude. En Java, si on n'écrit pas de constructeur, il y en a un qui arrive directement. Et donc ça devient une méthode d'instance. C'est vraiment une méthode d'instance. C'est pour ça que je peux faire mes getClass directement dessus. Là, j'ai vraiment un Zis qui traîne quelque part. Ah, on va en profiter pour tester un truc. Ah oui, je vais pas pouvoir l'écrire. Ah, c'est con. Est-ce que vous savez qu'en Java, j'ai le droit de faire ça ? F, et là j'ai le droit d'appeler Zis. Le truc c'est... je vais vous montrer qu'on a le droit de faire ça. Juste pour rire. Comme ça, je pourrais dire je vous ai appris quelque chose. Ça compile. Vous savez que vous avez le droit de faire ça ? Vous avez le droit d'avoir un paramètre qui s'appelle Zis, pourvu que ça soit le premier paramètre. Si vous n'en mettez pas, le compilateur il vous en ajoute un implicite, mais vous avez le droit de l'écrire. Donc je poserai la question à la fin de la séance, pourquoi on a besoin de ça ? Ça existe depuis Java 8. Si vous n'avez pas... Avant, on ne pouvait pas le faire. Bon, toujours est-il qu'on peut avoir des classes à l'intérieur de ma grande classe non nommée. Ça marche très bien. Donc ça veut dire que je peux écrire des records ici. Aussi, ça va marcher très bien. Donc c'est ce qu'on va faire un petit peu plus tard. Ah, notez que IntelliJ, il a du mal avec les classes non nommées. Si vous regardez le beau truc, il les appelle blancs. Ce serait peut-être bien qu'il leur donne un vrai nom. Mais pour l'instant, il les appelle blancs. Je veux changer de sujet maintenant. Je veux parler de ce qu'on appelle la programmation orientée données, en français, ou Data Oriented Programming. Donc j'ai une interface ici qui s'appelle Military Unit, et j'ai deux sortes de Military Unit. J'ai des soldiers et des carriers. Tout le monde est OK avec la syntaxe des records ? Ouais ? C'est bon ? Donc c'est la même chose que si on écrivait des classes avec les champs en privé
C'est ce que fait le compilateur, en fait. Quand on lui donne un record comme ça, il crée automatiquement les champs, il crée le constructeur, et ce genre de choses-là. Ça, c'est vachement pratique pour représenter des objets qui correspondent à du JSON, en fait. Tous vos objets JSON. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais ça doit faire facilement 3-4 ans que Jackson, ou enfin tous les outils qui prennent du JSON et qui les transforment en objets, ils savent marcher avec des records. Et ça, c'est vachement bien parce qu'on peut contrôler les champs qu'on envoie, on n'est pas obligé de tous les envoyer. On peut envoyer que ceux qu'on veut, on n'est pas obligé de leaker les ID de la base de données, par exemple, quand on envoie les trucs et qu'on ne fait pas attention. Bon, toujours est-il que j'ai des records. Ici, j'ai un record soldier. Alors, je vais vous montrer comment je l'utilise. J'ai Joe qui est un soldier et j'ai Jane qui est aussi un soldier. J'ai un carrier de soldier. Un carrier, ça contient des military units. Notez ici, j'ai un firepower qui est un champ. Mais mon record, en plus d'avoir des champs, il a aussi des accesseurs. Les accesseurs, ils ne sont pas nommés comme les getters. Il n'y a pas un get devant, c'est juste le nom du truc. Quelqu'un sait pourquoi ce n'est pas des getters? Il y a un gros bug avec les getters. Non? Quand on met une lettre en majuscule, vous êtes d'accord que les getters, on est obligé de mettre une lettre en majuscule? En fait, suivant les langages qu'on a, la mise en majuscule dépend du langage. Donc par exemple, si vous mettez en majuscule en turc, ça ne fait pas la même chose que si vous mettez en majuscule en français. Ce n'est pas les mêmes règles. Et donc on a des getters qui marchent sur une machine et qui ne marchent pas sur une autre. Oh, je vois. Heureusement, tout le monde écrit en anglais, donc on n'a pas... Non, de temps en temps, ça arrive. Donc ici, c'est quoi le firepower d'un carrier? Donc notez, hein, ici, le firepower, ici, il marche, parce qu'automatiquement, mon record, il a une méthode firepower. D'accord? Et ici, mon firepower, c'est le firepower de toutes les unités, donc je prends le stream, je fais un beau map to int, et je fais la somme de tous les trucs. Donc c'est juste un exemple pour vous montrer comment ça marche. Ouais, si je mets un breakpoint, ça marche moins bien. Et donc si j'exécute, le firepower de Jane c'est 200, puisque c'était comme ça que je l'avais initialisé. Jane à 200, et le carrier, comme c'est la somme de tous les soldats qu'il y a dedans, c'est Joe et Jane. Le list.off, tout le monde est OK avec ça? C'est pour créer des listes non modifiables. C'est assez cool. Bien, transformons un peu le code. En fait, là, j'ai écrit un code 13 objets, comme on a appris à écrire des codes 13 objets. D'accord. Moi, ce que je préférerais, c'est... le problème de faire ça, c'est que si jamais je veux rajouter d'autres façons, si je veux calculer, je ne sais pas combien, je sais pas quoi, combien les soldats mangent, ou ce genre de choses-là, je vais rajouter plein de méthodes ici. Et je me retrouve avec finalement énormément de méthodes au niveau de mes objets. J'aimerais bien le faire dans l'autre sens, en fait. J'aimerais bien dire le truc qui est important, c'est mes données. Et mes méthodes, c'est des trucs qui sont à côté. Je peux en rajouter autant que je veux. Je peux en rajouter autre part que là où je définis mes données. D'accord? Je n'ai pas besoin que ce soit défini à l'intérieur. Notez que je perds quelque chose si je dis ça. Si je commence à dire, finalement, ma méthode firepower ici, je ne vais pas la mettre à cet endroit-là, mais je vais la déclarer à l'extérieur. On va le faire tout de suite. Allez, static int firepower. Là, il va falloir que vous travaillez. J'ai tendance à mal taper. D'accord? Donc, il faut que vous fassiez l'IDE et vous faites les warnings. D'accord? Military unit. Donc, je peux écrire aussi de cette façon-là. Et écrire ma méthode firepower un peu de la même façon. Là, j'ai un petit problème parce que je suis obligé de dire si mon unité c'est ça, alors je fais ça. Si mon unité c'est ça, alors je fais ça. D'accord? On peut le faire avec des if instance of, mais le problème des if instance of, c'est si jamais je rajoute un nouveau sous-type, je rajoute autre chose que les soldiers et les carriers, je ne vais pas être prévenu que je dois aussi bouger le if instance of. D'accord? Donc ce qui a été ajouté récemment,
et qui était en preview et qui est maintenant plus une preview, c'est qu'on peut faire des switches sur les objets. Vous allez me dire, ouais, mais... Et alors? J'ai toujours le même problème. Donc je vais pouvoir écrire mon soldier, c'est soldier.firepower. Et case carrier flèche. Et là, je vais juste recompiler le truc qui est ici. Carrier.frops. Là, on voit un truc qui est vachement intéressant, c'est que ça compile pas. Pourquoi? Parce que les switches, ils vont vous demander de couvrir tous les cas possibles. Là, est-ce que je couvre tous les cas possibles? Bah non, parce qu'une interface, par défaut en Java, n'importe qui a le droit de l'implémenter. C'est ce que je fais quand je crée une interface, je dis n'importe qui a le droit de l'implémenter. D'accord? Donc il faut que je change en disant, bah finalement, mon interface, je vais faire ce qu'on appelait la sceller. C'est-à-dire, je vais lui dire, non, dans mon interface, c'est moi qui choisis les implémentations. D'accord? Alors, ici, quand on met tout dans le même... si on met tout dans le même fichier, le compilateur, il est suffisamment intelligent pour savoir quelles sont les implémentations. Mais si c'est dans des fichiers séparés, on doit utiliser permits pour lui indiquer quelles sont toutes les implémentations. Notez que c'est juste le nom des implémentations. Voilà. En faisant ça, en fait... Donc, si j'écris pas ce truc-là, le compilateur, il le trouve tout seul. Mais globalement, je suis en train de lui dire, non, mais military unit, c'est seulement des soldiers et des carriers. D'accord? Donc ça, c'est deux choses. Déjà, c'est un outil de design qui est vachement sympa. Parce qu'avant, on ne pouvait pas faire ça en Java. Ça veut dire que, par exemple, si vous arrivez devant une caisse de supermarché et que j'ai deux moyens de paiement, d'accord, soit par carte bleue, soit par chèque, bah, je ne pouvais pas le modéliser, ça, en Java avant. Parce que je pouvais toujours créer, je vais payer par des sous directement, et hop, ça va marcher. D'accord? Maintenant, j'ai la possibilité de dire, non, c'est moi qui contrôle cette interface-là. Alors bien sûr, toutes les interfaces ne sont pas comme ça. J'ai des interfaces où je veux laisser la possibilité à l'utilisateur. Donc j'ai des interfaces ouvertes où je vais laisser la possibilité à l'utilisateur de l'implémenter. Comme ça, il va me dire comment je fais quand je clique sur un bouton. On implémente l'interface pour... Mais j'ai aussi un certain nombre d'interfaces où c'est le contraire. C'est des interfaces où c'est moi qui décide de toutes les implémentations. Et je veux que personne d'autre puisse changer mes implémentations. Ça arrive dès qu'on a des données d'une application. On n'est pas dans une librairie, on est dans une application. Dans une application, c'est nous qui contrôlons les données. D'accord? On n'est pas obligé d'autoriser les autres personnes à rajouter des données dans les données que vous avez. Vous contrôlez complètement les données. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la programmation orientée données, parce qu'on va se focaliser sur les données, plutôt que se focaliser sur qu'est-ce qu'on fait avec les données. Et on va considérer que la source de vérité, c'est les données. Les données vont changer. C'est ce qui arrive souvent dans les applications, hein, les données, elles changent. Notez que j'ai une interface parfaite ici. Alors là, il va falloir que je change en disant que c'est unit flash. Bah non, j'ai plus besoin du firepower qui est ici en fait. Je suis en train d'essayer de le changer. C'est lui qu'il faut que je change. En disant unit flash firepower de unit. Hop, ah oui, j'en ai deux qui s'appellent unit, ça va pas. D'accord, je me rappelle récursivement. Notez que j'ai l'interface parfaite. Hein. Les meilleures interfaces, c'est celles qui n'ont pas de méthode, parce que c'est le plus facile à implémenter. En fait, on utilise les interfaces uniquement pour le typage, mais pas pour apporter des fonctionnalités. Les fonctionnalités, on peut les mettre à côté. Autre intérêt, en termes business, bah, je vois l'ensemble de tous les trucs que je peux faire à un seul endroit. Je n'ai pas mon code qui est éclaté à plusieurs endroits. D'accord? Mon code, il est ramené à un seul endroit. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute un autre record foo qui implements military unit?
Ah, apparemment, j'ai pas l'air de pouvoir le faire. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il n'est pas listé ici. D'accord, faut que je liste aussi ici. Si je le liste ici, maintenant, ça compile plus là. Il me dit, non, faut rajouter un cas. Et là, j'ai résolu mon problème d'instance of. Puisque maintenant, quand je rajoute un nouveau sous-type à ma liste des permis, le compilateur m'indique tous les endroits dans le code où il faut que je change. Notez que c'est le même genre de feature que quand je dois implémenter une interface, il faut que j'implémente toutes les méthodes de l'interface. C'est pareil, c'est le compilateur qui va vous dire « Attention, attention, maintenant dans ton code, à cet endroit-là, ça ne marche plus. Il faut que tu changes. » D'accord? Mais c'est drivé par les données, quand on regarde. C'est moi qui change les données, et quand je change les données, le compilateur m'indique tous les endroits dans le code où je dois changer. Bon, j'ai pas besoin de fou. Donc ça, c'est assez intéressant comme truc. On peut aller un poil plus loin. Parce que là, on a juste vérifié qu'on avait les bonnes données, mais on n'a pas vérifié qu'est-ce qui se passe si je rajoute un champ. Et en fait, j'aimerais bien planter aussi si je rajoute un champ. J'aimerais bien dire ce truc-là ne marche que si mon soldier, il est défini comme quelqu'un qui a un nom et un firepower. Hop. Alors bien sûr, j'accède plus à soldier, mais je peux accéder à firepower maintenant. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit? Je lui ai dit non, 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 je veux pas un soldier. Je veux un soldier qui est défini avec un nom et un firepower. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici je rajoute un booléen, je sais pas quoi, VIP, c'est important de savoir si les soldiers sont des VIP ou pas, ça compile plus ici. Ça me dit attention, la définition des données a changé. Est-ce que tu dois me mettre à jour ou pas? D'accord? Donc premièrement, ça plante si jamais je rajoute des sous-types. Deuxièmement, ça plante si la définition même des données change. Donc ça veut dire que, sans peur, je peux éditer mes données, parce que automatiquement, je peux changer mes données, parce que automatiquement, le compilateur, il est là pour m'aider et dire « Ah, attention là, attention là, attention là ». Donc de la même façon, ici, alors ici je suis feignant, je peux aussi lui dire var. D'accord, je peux lui dire le type m'intéresse pas. Alors notez que je perds, parce que ici là ça plante si jamais ici par exemple je remplace par un int. Ah oui, alors, on va le faire doucement. On va déjà changer celui-là. Maintenant ici c'est units. Voilà. Donc ici, si je remplace par un int, lui, il plante. D'accord? Tandis que si je mets var, là, ça ne plantera pas. Ça plantera dans le code là. Ça ne plantera pas ici. D'accord? Donc j'ai la possibilité de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de matcher réellement les types, ou de dire, moi, ce type-là, il ne m'intéresse pas. D'accord? Notez qu'ici, le name ne m'intéresse pas finalement, pour cet truc-là. Je peux aussi matcher en lui disant, le name ne m'intéresse pas, et j'utilise l'underscore. D'accord? Tout ce que je vous avais montré jusqu'à présent, c'était pas en preview, l'underscore il est en preview. Donc si vous voulez utiliser l'underscore en Java 21, il faut mettre le -enable preview là, devant, ou configurer votre IDE pour qu'il soit en preview, comme moi j'ai fait. Notez que c'est une preview qui ne va pas durer longtemps, puisqu'en Java 22, c'est officiel, on peut utiliser l'underscore. Autre chose, je finis, après je réponds à la question. Je peux écrire juste underscore. Je ne suis pas obligé, si c'était la question. Le underscore, c'est l'équivalent de var underscore, en fait. D'accord, je peux juste dire, ça ne m'intéresse pas ici. Notez que quand je commence à utiliser des underscores ou des var, je suis en train de donner une définition moins précise. Donc ça veut dire que si je change les types, je ne vais pas forcément m'en rendre compte dans le type.
dans le code. Le compilateur ne va pas forcément m'aider. Donc c'est à vous de régler. Est-ce que vous préférez que le compilateur il hurle tout le temps dès qu'il y a un type qui change, ou est-ce que vous préférez juste qu'il râle quand je rajoute un nouveau champ et pas quand je change les types? Parce que changer les types, je peux le faire aussi quand je refactor, ça va le faire automatiquement. Ouais. Ouais, l'ordre de champ doit être exactement le même. Alors ici, je l'appelais Firepower, je peux l'appeler Toto. Ah si, underscore, il est spécial, parce que underscore, je peux le mettre 2 fois. Non, pour ceux qui savent comment ça marche un compilateur, il est juste pas rentré dans l'environnement, c'est tout, quand c'est underscore. C'est pour ça qu'il est particulier. Si tu veux, tu peux écrire underscore underscore si tu veux pouvoir l'utiliser derrière. Là, ça marche. Oh, vous savez ça aussi, hein, on a le droit de mettre $. Si vous voulez rendre le code inutilisable et vous faire virer dans pas longtemps. Utilisez pas $, hein, normalement c'est réservé par les trucs qui génèrent le code. C'est pas pour les utilisateurs normaux, c'est pour les trucs qui génèrent le code. Entre autres, le compilateur a tendance à générer des $. Enfin, je vous ai déjà vu dans les stack traces qu'il y avait des lambda $ machin qui apparaissaient. Ouais. 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 Ouais, mais non, parce que les records, ils ont une notion d'ordre, en fait, quand on regarde. Et on n'a pas en Java de structure qui disent l'ordre n'est pas important. Un jour ou l'autre, il faudra qu'on l'ait. Mais ça serait bien qu'on l'ait en même temps qu'on puisse dire, quand je passe des paramètres, j'aimerais bien les passer par nom et pas par ordre. Mais actuellement, on n'a pas ça. Un jour ou l'autre, il va falloir qu'on le fasse. Plein de gens savent qu'on doit le faire, mais il y a toujours des trucs plus urgents à faire actuellement. Mais effectivement, à partir du moment où on va faire, quand on passe des choses, on les passe par nom, et non pas par valeur. Parce que quand on voit, on a plein de builders qu'on utilise actuellement, qui sont juste ça. Il y a plein de builders où, finalement, les builders, c'est pas très intéressant. D'accord, on n'est pas vraiment obligé d'avoir des builders, c'est juste qu'on a les vrais noms quand on utilise un builder, et donc on arrive à lire le code. Donc ça serait bien que, dans le futur, on puisse faire des passages par nom, et non pas des passages par ordre. Et à ce moment-là, effectivement, il faudra qu'on ait quelque chose à ce niveau-là. Mais sûrement qu'il faudra changer un petit peu la syntaxe pour dire ce truc-là, ce nom-là, c'est pas juste un nom positionnel, mais c'est un nom que je peux utiliser aussi à ce niveau-là. Après, exactement la syntaxe, ainsi de suite, bonne question, j'en sais rien. J'en profite pour corriger la suite. D'accord, donc ça c'est voilà, donc c'est un bien grand mot, hein, la programmation orientée données. Mais c'est cette notion de dire, moi ce qui est important pour moi, c'est les données. C'est ça que je vais indiquer. Je vais indiquer mes données ici. D'accord. Et après, je vais pouvoir rajouter tout ce que je veux dessus, parce que j'ai la protection du switch qui me garantit que je liste bien tous les cas. Et j'ai la protection de ce pattern-là, là. On appelle ça un record pattern. Le case ici. D'accord, où je peux dire voilà, je veux exactement cette forme-là qui match. Oui, il y a une question par là. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire un case underscore? Oui, ça s'appelle default. Donc oui, on s'est posé la question du case underscore, et comme il y avait déjà default, donc non, case underscore, c'est pas un truc valide. Ouais. 3 petits points underscore. Alors, non, c'est un truc qui est prévu dedans. Ce qui nous embête, c'est qu'actuellement, tu as le 3 petits points que dans un sens et tu l'as pas dans l'autre en Java. En Java, tu as le 3 petits points qui est je prends des valeurs et je les mets dans un tableau, mais tu n'as pas le 3 petits points inverse qui prend les valeurs d'un tableau et qui les remet les unes à la suite des autres. Ce qu'on appelle le spread ou le splat, suivant les langages.
Donc on va d'abord introduire cet opérateur-là, et après on mettra les vrais 3 petits points dans les cases. Mais oui, c'est prévu. Pareil. Le truc qu'on veut faire actuellement, c'est que ça ne marche qu'avec des records. Cette syntaxe-là. Et le truc qu'on veut faire maintenant, là, dans pas longtemps, d'accord, c'est faire en sorte que ça marche aussi pour les classes. Qu'on puisse dire, ma classe, je veux la voir comme si je l'avais définie comme un record avec ces valeurs-là. D'accord. Alors, il y a quelques petits trucs qu'on peut faire en plus. On peut faire case nul, au cas où... D'accord. Bon, je ne sais pas si ça sert à grand-chose. On va faire throw nul. Bon, ça sert à rien de faire ça. Hein. C'est le comportement par défaut. Vous savez que vous pouvez faire throw nul. Et qu'est-ce que ça fait, throw nul? Ça fait null pointer, parce qu'on n'a pas le droit de faire un throw de nul. C'est la façon la plus courte d'écrire je lève un null pointer. Ça sert à pareil, ça sert à rien, mais bon. Donc on peut faire un case spécial pour nul. Si vous ne mettez pas le case à nul, vous avez le comportement habituel du switch, c'est il plante quand on lui passe nul. D'accord, comme le switch sur les strings, ou ainsi de suite. L'autre chose qu'on peut faire, qui est assez marrant, c'est on peut lui faire ce qu'on appelle un when. Un when, c'est on lui dit, et quand le firepower est supérieur à 100. Alors dans ce cas-là, on va faire firepower x2. Enfin, j'en sais rien, je suis en train d'inventer des trucs. Donc le when, c'est pour restreindre les valeurs qu'on a à l'intérieur. Pour l'instant, c'est limité à un when. On ne peut pas écrire directement supérieur à 100, parce que c'est pas très joli. Peut-être qu'il faudrait inventer une syntaxe comme ça. À voir. Notez que si j'ai un when ici, il faut que j'ai aussi le cas quand c'est pas when. Sinon, ça plante, ça compile pas. D'accord. On reste un langage typé et on ne peut pas sortir en plein au milieu du truc. Oui, l'IDE a un petit peu du mal encore. On va faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Tu veux mettre un default tout en haut? Si tu fais ça, il te dit que tu ne peux plus atteindre ces cas-là. C'est exactement comme quand tu as des catchs. Tu sais, quand tu as des catchs, il faut que tu mettes les plus précis d'abord et les moins précis ensuite. Ah, si tu le mets à la fin ici... Ah, ouais, tu veux dire, tu fais ça et ça, comme ça. Alors, normalement, il devrait compiler. Ah, oui, pardon. Il me dit que je dois renvoyer une valeur. Voilà, ça va marcher. Mais ça, c'est affreux. Ça, c'est affreux parce que si jamais tu rajoutes un record, il plante plus. D'accord? Si tu fais des switches sur des objets, tu ne dois pas utiliser default, en fait. C'est une sorte de super bad pattern. D'accord, d'anti-pattern. Si tu fais un switch sur des objets, enfin surtout quand tu le seals, si tu fais un switch sur des objets et que tu le seals pas, ou tu dis je peux avoir ça, bah là tu peux faire un default. Mais si tu es en train de faire un switch sur un sealed, une sealed interface où tu dis je peux avoir que ça, 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 tu n'es pas censé avoir besoin du default en fait. Ouais, mais on fait semblant que ça n'existe pas. Hop. Alors, les IDE sont pas très très bons. Encore, si vous faites la complétion dans les switches, ils ont un peu du mal. D'accord, c'est une nouvelle feature, il faut attendre un petit peu. Et entre autres, ils râlent pas quand on met un default, alors qu'on fait un switch sur des seal type. Ils devraient. Parce que c'est un mauvais pattern. Mais actuellement, c'est pas le cas. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais expliquer sur cette notion de programmation orientée données. Notez que ce n'est pas un truc nouveau. Hein. Si je reviens... Alors là, j'ai sauté 120 000 slides, mais on va essayer de... D'accord. Ce qu'on appelle la programmation orientée données en Java, c'est le fait d'avoir des types scellés
Alors je vous l'ai montré avec des interfaces, on peut le faire avec des classes abstraites, mais bon. Ça sert pas trop à rien d'avoir des classes. Les classes abstraites, ça sert. Quand on a juste des données, les classes abstraites, ça sert à rien parce que le but des classes abstraites, c'est partager du code et on a dit qu'on ne mettait pas le code. Donc techniquement, la plupart du temps, on fait des seals sur des interfaces. Et donc du pattern matching pour faire de la programmation orientée données. D'accord ? L'idée, c'est que les données sont plus importantes que le code. Et donc on a des switches, et on peut faire des switches sur des types. On a vu un case soldier. On peut faire des switches sur des record patterns, là où on ouvre le truc et on dit les trucs qui sont à l'intérieur. On peut utiliser un var, et donc le unnamed pattern, c'est ce qu'on appelle le underscore. D'accord ? Il s'appelle comme ça. Je voudrais qu'on passe à un autre truc. Je n'ai pas trop de temps, donc on va un petit peu vite. Je vais vous montrer les string template processors, qui est à la fois le meilleur truc et le pire truc du monde. Alors pourquoi c'est le meilleur truc du monde ? Je vais vous montrer. Donc j'ai repris mes military units, j'ai repris mon truc ici, et j'ai un truc tout bizarre là. Est-ce que tout le monde voit qu'il y a un truc tout bizarre là ? J'essaye de le monter un petit peu. On a str. On a des anti-slash accolades. Ici. Vous êtes d'accord qu'on n'a pas le droit d'écrire anti-slash accolade en Java ? Ça fait pas partie des caractères où on a le droit d'anti-slasher les accolades. Donc ça, c'est l'interpolation de chaîne de caractères. D'accord. L'interpolation de chaîne de caractères. Donc, un des problèmes de l'interpolation des chaînes de caractères, de pourquoi il n'y a pas d'interpolation dans les chaînes de caractères jusque maintenant, c'est que l'interpolation des chaînes de caractères, souvent, on introduit tout un tas de bugs parce qu'on n'escape pas les caractères correctement. D'accord, c'est le gros problème de tous les mécanismes de template. Ça escape pas les trucs correctement. Et donc on a plein de problèmes d'injection parce que les trucs ne sont pas escapés correctement. L'idée en Java, c'est d'avoir un objet qui contrôle comment on escape. Ce qu'on appelle un template processor. Et c'est ce template processor qui va dire comment on escape les valeurs. Et donc on espère avoir un SQL template processor. Là, c'est le string template processor, donc lui, il n'escape pas grand-chose. Mais on espère avoir des template processors pour chaque type de données et donc que ça escape les trucs correctement. Et donc on ne va pas introduire un beau mécanisme super joli que les gens vont utiliser en se tirant une balle dans le pied. Pourquoi ? Parce que mes template processors, ils sont capables d'escaper les trucs. Le problème de faire ça, c'est que ça rend la syntaxe de l'interpolation des chaînes de caractères assez bizarre. J'écris str. Point. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais je n'ai pas importé str. Ça marche magiquement. Je fais str et hop, il arrive. J'ai un import statique automatique de str. Str, c'est vraiment un truc qui existe. Si je regarde, ça s'appelle string template.interpolate. Donc on va voir exactement ce que c'est. Mais l'idée, c'est je peux mettre des chaînes de caractères et si je veux escaper pour mettre, ici carrément un appel à une méthode, je dois mettre des anti-slash accolades. D'accord. Notez que c'est le pire truc qu'on puisse choisir. Tout le monde voudrait des dollars, comme d'habitude. Le problème d'utiliser des dollars, c'est que s'il y a des gens qui utilisent l'interpolation de Java pour interpoler des trucs pour un autre langage de template, on ne peut pas utiliser dollar. Il faut que ça soit un autre signe que dollar. Parce que sinon, ça veut dire qu'on ne va pas supporter toutes les librairies qui existent déjà. En fait. Donc on ne peut pas utiliser dollar. Donc on doit utiliser un truc qui montre que ce n'est pas des vrais strings. Notez, ce n'est pas une vraie string, parce que j'ai des valeurs à l'intérieur. Donc il faut que je trouve un caractère qui n'est pas valide dans une string, pour que visuellement je vois bien. Là, c'est pas génial, mais ce serait bien que ça change un peu de couleur. Là, on voit que ça change de couleur, mais peut-être l'IDE, il devrait faire un petit peu mieux. D'accord. Donc il nous faut un caractère qui n'est pas un caractère d'une string de base, pour qu'on puisse voir visuellement la différence entre. Donc forcément ça commence par anti-slash, puisque la seule façon d'avoir des caractères pas valides,
c'est d'utiliser un anti-slash quelque chose qui n'est pas valide. Donc le caractère qui a été choisi, c'est anti-slash dollar, anti-slash curly brace. Ça pourrait être anti-slash dollar. Il n'y a rien qui empêche d'utiliser anti-slash dollar. D'accord. Si vous voulez tous que ça soit anti-slash dollar, vous allez sur la mailing list et vous dites je veux anti-slash dollar. Mais ça ne sera jamais dollar. Ça ne sera jamais dollar parce que sinon on ne sera jamais compatible avec les trucs qui existent déjà. Donc ce qui a été choisi, et on va arrêter de discuter de syntaxe, c'est anti-slash curly brace. Pourquoi pas. Je pense que tout le monde fait Burk, et puis après on va s'habituer, et puis personne va voir la différence entre. Le truc qui est pas mal, c'est on n'a pas donc que str. On en a un autre. Alors celui-là, je suis obligé de l'importer. Il n'y a que str qui est spécial, je ne suis pas obligé d'importer. Mais j'en ai un autre qui s'appelle fmt. Et fmt, c'est un format de processeur qui suit le format de printf. Donc comment ça marche? En fait, je mets mon format de printf devant la valeur que je veux mettre ici. Donc j'ai la valeur que je veux mettre ici, et je vais mettre mon format de printf juste devant ici. D'accord? Là, je lui dis c'est des nombres, et je veux qu'ils aient 4 chiffres. Donc ils commencent par un 0 s'il n'y a que 3 chiffres. Donc si j'exécute ce truc-là, j'ai bien des 0 qui apparaissent devant mes 200 et mes 400. D'accord? Le gros intérêt de fmt, c'est qu'il est putain de rapide. Beaucoup, beaucoup plus rapide que les string.valueOf, que les system.out.printf, que vous avez peut-être fait un jour. String.valueOf, qui utilise string.valueof? Ou qui utilise un logger qui fait string.valueof? On va le faire comme ça. D'accord? Quasiment la terre entière. Le gros problème, c'est qu'il est très, 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 très lent. Au mieux, on a un facteur 5, souvent on a un facteur 20 par rapport à faire des plus d'une chaîne de caractères. Donc il y a un gros boulot qui a été fait pour que fmt soit rapide. C'est-à-dire qu'on puisse utiliser la syntaxe comme ça, la marrante, et que ça marche quand même. Je ne vais pas vous expliquer en interne parce que c'est un peu compliqué la façon dont ça marche, mais ça a été fait en sorte que le fmt devienne efficace. On dit oh c'est génial, on a str qui est efficace. En fait, str il est aussi efficace que faire des plus. D'accord, que vous fassiez des plus ou que vous fassiez str point machin. En fait, si vous regardez le code généré par le compilateur, c'est exactement le même. fmt est efficace, ça veut dire que je peux écrire aussi mon template processor qui va être efficace. Je peux écrire mon template processor. Alors ça fait un peu mal à la tête d'écrire un template processor, surtout que je l'écris avec une lambda. Mais un template processor, c'est un truc qui prend une string template et qui renvoie une valeur. Donc c'est un string template processor, son vrai nom. Et je vais indiquer qu'est-ce que je renvoie comme valeur. Moi je renvoie une string. Et à la rigueur, on peut lever des exceptions particulières. On veut que quand on émette du SQL, ça lève SQL exception. Et ce genre de choses-là. Et comment ça marche? Ça nous envoie un template string. Et mon template string, il a deux choses. Il a une liste de fragments. Alors c'est quoi les fragments? C'est les chaînes de caractères qu'on a entre les trous. Et là, on a une liste d'objets, c'est les valeurs qui sont envoyées. D'accord? L'idée, c'est qu'un template processor, c'est une chaîne de caractères à trous. Et donc mes fragments, c'est les chaînes de caractères entre les trous. Et ma liste d'objets ici, c'est les valeurs des trous. D'accord? Notez que string template, il me fournit aussi une méthode qui s'appelle interpolate. Et ma méthode interpolate, je peux lui donner le fragment, et ici une liste de valeurs, et automatiquement il va me créer la chaîne de caractères correspondante. D'accord? Ici, qu'est-ce que je fais sur mes valeurs? Je prends toutes mes valeurs, je dis cd military unit, à noter, hein, c'est une liste d'objects. C'est pas une liste qui est typée. Je dis c'est des military units et j'appelle firepower dessus. Ce qui fait que je peux directement écrire Jane et carrier ici. J'ai simulé une sorte d'escape qui, moi, fait j'appelle firepower dessus. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que c'est pas très compliqué d'écrire un string template.
Le gros problème, c'est qu'actuellement, c'est pas rapide. C'est pas rapide au point où ça vaut pas le coup que les gens ils s'embêtent à réécrire des loggers pour écrire des template processors. Donc on a un petit problème technique. On sait comment rendre le truc rapide, mais si on rend le truc rapide, les gens ils vont l'utiliser pour faire des macros. Et on veut pas faire des macros. Donc on veut que ça soit un truc rapide, mais on veut pas des macros, et pour l'instant on n'a pas de truc au milieu. C'est toujours fun de faire des macros, mais ça tue les langages la plupart du temps. Donc c'est un petit problème. Je crois que j'ai fait une démo avec des valeurs de performance. Donc là, j'ai écrit la concaténation des chaînes en faisant des plus, la concaténation des chaînes en faisant un str et hello et le même message. En fait, ça fait la même chose. Ces deux-là. Et un dernier où j'ai fait string template ::interpolate. J'ai créé mon str interpolate, qui est exactement le même code que str en fait. Il fait exactement la même chose. Vous vous souvenez quand je vous ai montré str, ce que ça faisait? On va revenir dessus. Si je vous remontre str, d'accord, str, qu'est-ce qu'il fait? Il fait string template ::interpolate. D'accord? Moi, ce que je fais ici, c'est string template ::interpolate. D'accord? Donc je fais exactement le même code que str et ça va beaucoup plus lentement. Oh, joie. Pourquoi ça va... quelqu'un a dit ça va beaucoup plus lentement, c'est des nanosecondes. D'accord? Mais là, c'est des nanosecondes où je lui dis de rien faire. Je lui dis fais comme d'habitude et c'est juste plus lent. Et pourquoi c'est juste plus lent? Principalement parce que ces deux trucs-là, enfin str ou fmt, c'est la même chose, ils sont reconnus par le compilateur et optimisés spécifiquement. Donc str et fmt vont vite, parce qu'ils ont reconnu expressément par le compilateur. Et votre template processor, lui, il n'est pas reconnu par le compilateur. Donc c'est comme un appel de fonction normal. Notez que les appels de fonction, c'est pas très lent. Hein. 12 nanosecondes, c'est pas très lent. Mais ça ira jamais aussi vite que si vous faisiez l'interpolation à la main avec des plus ou avec un str. C'est juste un petit peu dommage. Et vraiment, on n'a pas de super solution pour ce truc-là. Voilà. Le problème principal, c'est que si on rend les codes très rapides, la façon de rendre le code rapide fait aussi que les gens peuvent en abuser pour faire un système de macro. Et on ne veut pas de système de macro en Java. Vous allez me dire, non, c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Si vous regardez les perfs du compilateur Scala, dès qu'il y a des macros, c'est ultra lent. On aura exactement les mêmes bugs. Le problème des macros, c'est que ça passe avant les choses. Et donc en termes de performance, c'est pas terrible. Pareil, je vais vite. Passons aux sequence collection. Alors, les sequence collection, on est entre nous. Je peux dire des horreurs sur les gens d'Oracle. Parce que c'est un peu une sorte de vanity project. Chaque personne qui devient responsable de maintenir les collections a tendance à rajouter ses propres collections qui intéressent personne à part lui. Qui connaît Navigable 7 comme interface? Bon, il n'y a déjà pas beaucoup de mains. Qui, dans ceux qui connaissent, l'a déjà utilisé? Voilà. Donc ça, c'est une interface qui a été rajoutée en Java 6 par le mainteneur à l'époque, parce qu'il trouvait que c'était vachement important. Mais en fait, tout le monde utilise un set si on veut un set. On n'a pas besoin d'une interface avec plus de méthodes que ça. Donc là, c'est ce qui a été fait un petit peu. Donc revenons à nos moutons. Quel est l'intérêt? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'on n'a pas de get first sur les listes. C'est un peu con. Hein. Bah ça y est, en Java 21, on a des get first.
Ouais! Et on a même getLast aussi. On a les deux. Ça va pas plus vite, hein. C'est juste maintenant on peut écrire donne-moi le premier s'il te plaît. D'accord, ça marche. Parce que si vous lisiez la doc de list, il y a déjà marqué que prendre le 0e élément ou prendre le dernier élément, ça doit être en temps constant. Mais on était obligé d'écrire get de 0. L'autre chose qui a été rajoutée, qui est super géniale, c'est comment on fait pour parcourir en sens inverse. D'accord? Comment on parcourt en sens inverse? C'est juste ultra chiant. Et souvent on l'écrit mal. Parce que c'est là où on commence à dire je vais parcourir avec un index. Et puis après il y a un petit coup... non, il y a quelqu'un qui de l'autre côté vous envoie une linked list. Et vous savez que quand on fait un get sur une linked list, il reparcourt la linked list à chaque fois qu'on fait un get. Et tout d'un coup votre algo, votre programme il fait juste... Ah, je suis en n carré, je suis mort. Maintenant on a une méthode qui s'appelle reverse. Et reverse, c'est génial, ça renvoie la liste inversée, mais sans bouger les éléments. Ça renvoie une vue de la liste inversée. Et la personne qui l'a codé, il a passé du temps à faire en sorte que quand on fasse un for sur un reverse, en fait, ça alloue pas d'objet, ça parcourt en sens inverse. Donc maintenant, on peut parcourir en sens inverse avec une syntaxe pas dégueu. C'est cool. Ouais? Ouais, c'est quand même cool. Donc on peut utiliser reverse sur les trucs. Alors, on va faire un petit quiz. J'ai une linked hash map. Je fais un map.put de foo à 3 de bar à 42. Si je demande quelle est la valeur de foo ici, je vais l'afficher pour que vous me croyiez. Ça affiche bien 3. D'accord. Sur les linked hash map, j'ai une méthode first entry qui a été ajoutée. Donc, qui est l'équivalent de first sur les listes, mais comme c'est une map, ça renvoie un couple. À votre avis, first entry, qu'est-ce que ça renvoie? Alors c'est une entry, hein, ça renvoie un couple clé-valeur. Allez, allons-y. Donc first, ça ne veut pas dire first. C'est de la faute de ça. Hein. Vous connaissez le access order? Donc ça, c'est le monsieur qui a inventé les collections qui a décidé de faire ça tout seul. Donc on le pardonne presque. Josh Blush. C'est celui qui a écrit Effective Java aussi, donc on le pardonne complètement. Il a dit, si j'envoie en troisième paramètre un booléen et que je le mets à vrai, ça veut dire que quand j'accède à une valeur, alors tu la replaces devant. Donc quand on fait un get, maintenant on est mutable. Qui a pensé qu'en faisant un get sur une map, on pouvait être mutable? Qui a pensé que c'était une bonne idée de faire ça déjà? Alors heureusement, personne connaît ce truc-là. Il n'y a que ce bug-là, hein, de connu pour l'instant, mais c'est très drôle. First entry, ça peut ne pas renvoyer le premier. Parce que techniquement, ça renvoie le premier dans l'ordre d'accès. D'accord? Quand on a fait un get ici, c'est devenu le premier élément. Ouais. C'est un bug ou une feature, ça dépend si tu lis les Javadoc, ouais. Mais qui lit les Javadoc? Normalement, quand tu designs une API, elle est censée marcher sans que les gens y passent 120 ans à lire la doc. Donc oui, ça s'explique. Oui, tu peux suivre avec ton debugger tout le truc et tu vois que ça marche comme c'est indiqué que ça marche dans la Javadoc. Ouais, dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe. T'es d'accord qu'entre l'endroit où tu crées le truc et l'endroit où tu vas l'utiliser, il se passe... D'accord? Et toi, ce que tu vas voir, c'est juste... donc on peut typer ces trucs-là. On a une nouvelle interface.
qui permet, je vais vous montrer plutôt sur les slides, ça va aller plus vite. Donc au niveau des sequence collection, on veut rajouter get first et get last et reverse. Et pas que sur les listes, on veut aussi l'avoir sur les linked hash sets. D'accord, pouvoir avoir la notion d'ordre sur les sets aussi. Alors, on ne veut pas que sur les sets, on veut aussi sur les maps. D'accord. Pour ça, on rajoute une interface. C'est là où ça commence à aller mal. Mais bon, Vanity Project, il faut bien que quelqu'un mette sa marque. Donc Stuart a décidé de rajouter une sequence collection. Donc j'ai une interface pour dire les collections qui ont un ordre. D'accord ? Soit l'ordre d'insertion, soit l'ordre si c'est trié, soit l'ordre d'accès quand on a une linked hashmap et qu'on a passé vrai en troisième paramètre. D'accord. On a get last et get first sur cette interface-là. On a aussi add first, add last, remove last. D'accord. C'est toujours pas une bonne idée de faire remove first sur une array list. Hein. On est d'accord, ça décale tous les autres. Ça coûte cher. Et reverse, c'est une sequence collection. D'accord. Donc reverse, c'est juste une vue qui voit les données. Globalement, si on a une array list, c'est au lieu de faire get de i, on fait get de size -1 -i. D'accord. Donc ça marche. Voilà quelle est la hiérarchie. Notez qu'on veut aussi la même hiérarchie sur les maps. Donc on a aussi une sequence map avec une méthode get first entry et get last entry. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Et après, on a un petit problème technique. C'est si j'ai des sequence map et que je fais un key set, ça doit me renvoyer un sequence set. Donc j'ai aussi un sequence set qui apparaît. Donc voilà 3 nouvelles interfaces qui ont été créées, que vous n'utiliserez jamais. En fait, ça ne marche pas complètement. On ne peut pas utiliser keyset ici. Parce qu'il y a déjà des implémentations comme linked hashmap qui implémentent déjà keyset et qui renvoient un set et non pas un sequence set. Donc on est obligé d'avoir des nouvelles méthodes dont le but est juste de renvoyer les sequence set. Donc on a complexifié les choses avec des méthodes que jamais personne ne va utiliser. On a 3 nouvelles interfaces que jamais personne ne va utiliser, mais on a gagné get first, get last et reverse. De toute façon, c'est les gens d'Oracle, on leur dit qu'ils font des bêtises, ça ne change rien. Mais... D'accord, donc on a vu ce truc-là. Je voudrais passer au virtual thread un peu rapidement. Donc c'est la grosse feature de Java 21. Notez que c'est une feature qui est assez marrante parce que la première fois que cette feature a été évoquée, c'était il y a longtemps. Globalement, dès que Go est arrivé. Quand le langage est arrivé, ils se fait « Oh, ouais, on peut repomper ça !» Ils le font. Bon, ils le font pas super bien, mais on peut repomper. Ça serait cool. Le gros problème, c'est quoi ? Ça veut dire que tous les appels bloquants qui sont faits dans le JDK maintenant, il va falloir les transformer en appels non bloquants. En interne, on ne va pas le voir. Mais il faut réécrire tout le JDK pour reprendre tous les appels bloquants du JDK et dire « Ah non, on ne va pas vraiment bloquer. On va faire des appels asynchrones. » Et ça sera planqué. Comme ça, les utilisateurs, ils n'ont pas besoin de savoir que ça existe. Mais il faut réécrire le JDK. Alors, non, juste la partie IO du JDK. D'accord ? Alors, heureusement, la personne qui a réécrit ça, c'est le plus gros contributeur de Java. Je pense que vous ne le connaissez pas, il s'appelle Alan Bateman. Le gros problème, c'est qu'il ne sait pas bien parler en public. Mais voilà. Il y a un mec qui s'est tapé toutes les IO du JDK et qui les a toutes réécrites en non bloquant. Je ne sais pas si vous voyez le travail qu'il a fallu pour ça. Nous, on va juste utiliser le truc, et c'est cool, ça marche. Donc, historiquement, au début, on avait des processus et on avait des locks, et les locks étaient implémentés par les processus. C'était comme ça qu'il y avait. À partir de Java,
En même temps, hein, c'est au même moment. On commence à voir ce qu'on appelle les mutex, ou en Java on appelle ça synchronize. C'est le fait que les locks sont plus faits par l'OS, les locks ils sont faits directement par l'application. Donc on est dans une sorte de monde un peu bizarre parce qu'on a les threads qui sont gérés par l'OS et on a les locks qui sont gérés par l'application. C'est ce qui fait que vous n'avez pas le droit de détruire des threads. Parce que si on détruit une thread, on détruit le truc de l'OS, mais les locks ils restent parce qu'ils sont dans l'application. D'accord ? L'idée des threads virtuels, c'est qu'on va aussi virtualiser les threads. D'accord ? Notez que c'est un truc de l'application. On aura toujours les threads de l'OS. D'accord ? Mais ce qu'on va faire, c'est que quand on va manipuler une thread en Java, on ne va pas forcément manipuler une thread de l'OS, mais on va peut-être manipuler ce qu'on appelle une thread virtuelle. Donc l'idée, c'est de permettre aux développeurs d'écrire du code synchrone et que ça s'exécute de façon asynchrone. Ça, c'est le truc qui est génial. Quand ça marche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on gère les threads, non pas forcément au niveau de l'OS, mais directement à l'intérieur du JDK. D'accord ? Et comme ça, on peut créer des millions de threads. Notez que ce qui gêne dans le fait de créer des threads actuellement, des threads système, pourquoi on ne peut pas en créer des millions ? C'est que chacune a une pile qui fait 2 mégas. Donc vous prenez votre RAM, vous divisez par 2 mégas et vous savez le nombre de threads de l'OS que vous pouvez prendre au maximum. D'accord ? Une des idées des threads virtuels, c'est aussi que les tailles des piles seront beaucoup plus petites. Comment ça marche ? Alors, je pense que le truc le plus simple, c'est de faire un beau dessin de comment ça marche. J'ai des threads de l'OS, vous voyez mes trucs verts là ? D'accord ? Et je vais avoir des threads virtuels, c'est mes trucs violets. Et globalement, mes threads virtuels, elles vont tourner sur les threads de mon OS. D'accord ? Mais quand elles font un appel bloquant, au lieu de bloquer la thread de l'OS, je vais prendre ma petite pile violette là et je vais la copier à côté dans le tas. Je fais hop, je copie. Comme je copie, bah, ça veut dire que maintenant cette thread de l'OS, elle est disponible pour faire autre chose. Donc elle va pouvoir exécuter d'autres threads virtuels. D'accord ? Maintenant, au bout d'un certain temps, mon appel système me dit « ça y est, les données sont arrivées ». Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir recopier toute ma pile pour continuer à exécuter. Mais en fait, quand je vais faire l'exécution, je vais sûrement la faire sur le sommet de pile. Donc ça ne sert à rien de recopier toute ma pile. Je vais recopier juste un petit bout. Et puis je mets un truc ici là pour que si je continue à dépasser, bah, je recopie les autres bouts. Et donc de façon lazy, je vais recopier les bouts qui sont nécessaires. Mais la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Hein. Quand vous êtes dans votre framework, vous êtes en haut du truc et vous redescendez jamais, vous restez en haut d'un truc. D'accord ? Et donc, j'ai un mécanisme qui me permet de copier mes threads virtuels et automatiquement de rescheduler une thread virtuelle sur les threads de mon OS et donc finalement de maximiser le temps d'utilisation de mes threads de mon OS. C'est-à-dire, au lieu de bloquer les threads de l'OS, parce que bloquer, ça coûte cher. Il faut faire un appel système, et faire un appel système, ça coûte cher. Sans parler du scheduler, machin, et ainsi de suite. Juste l'appel système coûte cher. Là, ce qu'on va faire, c'est on ne va pas bloquer, on va copier, d'accord ? Et quand on revient, ben on ne copie que la partie qui nous intéresse. D'accord ? Et c'est juste comme ça que ça marche. Notez que ça utilise plus de mémoire hein, quand on regarde. Parce qu'il faut copier les trucs. Notez, on peut croire que la copie c'est lent, mais la copie c'est rapide. Vous savez que la copie c'est rapide ? Vous avez déjà vu, non, peut-être ? Vous avez peut-être jamais fait ? Faites un même copie ou un système.recopy. Vous allez voir qu'en fait le CPU il vous rend la main alors qu'il n'a pas fini, c'est clair. Il triche. Il fait « si, j'ai fini ». Puis il est encore en train de copier derrière, mais vous ne le voyez pas. D'accord ? C'est ce qui fait que c'est rapide. Hein. Si on n'avait pas ce mécanisme-là dans les CPU, ça serait lent.
Voilà. Donc j'ai une notion de thread virtuel. C'est quoi une thread virtuelle? Je vais la créer exactement comme une thread normale. Au lieu de faire new thread, je vais faire l'équivalent d'un new thread virtuel. On va voir exactement comment on fait juste après. D'accord. J'ai un pool de threads de mon OS qui sont gérés par un fork join pool. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un fork join pool. Si vous ne savez pas, on s'en fout. C'est juste, j'ai autant de threads de mon OS que j'ai de cœurs. C'est basiquement l'idée. D'accord? Les threads de mon OS, j'en ai autant qu'il y a de cœurs. Et je vais prendre mes threads virtuels, je vais les faire tourner dessus. Et si jamais elle est bloquée, hop, je la recopie et j'en prends une autre. Et je fais tourner dessus. D'accord? Alors, comment on crée des threads virtuels? On a un truc assez simple. Au lieu de faire un new fixed thread pool, par exemple, si on veut créer un pool, on fait un new virtual thread pool per task executor. Et ça, qu'est-ce que ça fait? À chaque fois qu'on demande d'exécuter une tâche, il crée une nouvelle thread virtuelle. À noter quelque chose de marrant. Comme les threads virtuels, ça coûte pas cher parce que les piles sont toutes petites, à créer, finalement, pooler des threads virtuels, c'est pire que si je le faisais pas. Recycler des threads virtuels, c'est pire que si je le faisais pas. La raison pour laquelle je peux pooler des threads de l'OS, c'est qu'une thread de l'OS, ça coûte quasiment 1 million de fois plus cher que faire juste un plus. D'en démarrer une. D'accord? De faire un start. Ça coûte hyper cher de faire un start. Donc on va avoir tendance à les recycler. Mais comme là, mes threads virtuels, elles coûtent 1000 fois moins cher, tout d'un coup, ça vaut plus le coup de les recycler. Donc j'ai toujours un exécuteur, mais qui est un exécuteur qui recrée une nouvelle thread virtuelle à chaque fois que j'en ai besoin. D'accord? Parce que techniquement, je n'ai pas besoin de pooler les threads virtuels. D'accord? Recycler, en fait, mes threads virtuels rend le code moins efficace. Tout le monde est d'accord que quand on a des pools, les GC, ils n'aiment pas les pools? Ils se battent l'un avec l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Vous installez un pool, votre programme il va peut-être plus vite, mais vos temps de GC ils sont plus lents. Il faut faire gaffe à ça. C'est un petit peu dangereux. Est-ce qu'on peut utiliser les threads virtuels? La réponse est oui, et c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Oui, dans Spring 6, on peut l'utiliser. D'accord. Si vous utilisez... moi, j'ai fait mieux que toi. J'utilise la version Spring Boot 3.2 Preview, pas RC. Celle d'il y a 4 jours. Dedans, il y a un flag. On lui dit, mais juste dans le fichier de config, Spring Thread Virtual Enable égale vrai, et hop, j'ai des threads virtuels. Quand même un peu le luxe. D'accord, on n'a plus besoin de configurer quoi que ce soit. Et Lidon, ils ont fait un truc marrant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Lidon. Non. C'est pas très grave. Et Lidon, ils essayent de faire... nous, on fait que des trucs pour des microservices et on veut utiliser très peu de mémoire. Et on a plein de sous d'Oracle et on ne sait pas trop quoi faire, mais on est super intelligent. Donc, ils ont recodé un serveur web complet que à base de thread virtuel. On n'a aucune idée pour l'instant s'il est bon ou pas, parce qu'il est sorti le 21 octobre 2023. D'accord. Mais on a un nouveau serveur de thread qui va jouer le même rôle que Netty, qui se place exactement comme Netty. Est-ce que c'est ça qui va être choisi? Est-ce que c'est pas ça qui va être choisi? On va dire, mais bon, je vais garder Netty. Bah non, parce que Netty, ils ont un gros problème. Vous voyez le petit truc là? Ah. Netty, ils ont 2 problèmes d'un coup. Netty, ils aiment bien les appels natifs. Ils aiment bien faire des trucs en appelant du C. Et il y a un petit problème. Si moi j'appelle du C et que mon C il appelle du Java, ça veut dire qu'en plein milieu de ma pile, j'ai un morceau qui est écrit en C. Enfin, j'ai des données du C. J'ai les données de Java, j'ai les données de Java, et en plein milieu, j'ai les données du C.
Et en C, j'ai le droit de stocker des pointeurs sur les adresses de ma pile. Et donc si j'ai des adresses de ma pile, ça veut dire que ma pile, elle ne peut pas bouger. Si je commence à la copier et la mettre à un autre endroit, toutes mes adresses, elles sont complètement fausses. Donc ça veut dire que si j'ai du code C, enfin, si j'ai des données du code C en plein au milieu de ma pile Java, je ne peux plus la copier. Oups. Autre problème, qui est exactement le même problème. En Java, actuellement, on a un léger problème technique avec les synchronize, avec les blocs synchronize. Pourquoi? Parce que la façon dont les blocs synchronize sont implémentés actuellement, au niveau de l'objet, on met un pointeur sur l'endroit dans la pile. C'est comme ça que sont implémentés les synchronize. En fait, votre lock, il est stocké sur la pile. Et donc, quand vous utilisez des synchronize, actuellement, si dans votre bloc synchronize, vous faites un appel bloquant, bah comme il y a une adresse sur la pile qui traîne quelque part, la pile ne peut pas être copiée. D'accord? Notez que ce n'est pas un problème si vous faites des synchronize pour faire autre chose que des appels bloquants. Le problème, c'est si vous avez un appel bloquant au plein milieu d'un synchronize. D'accord? Ceux qui avaient le plus ce code-là, c'était les drivers JDBC. Quasiment tous les drivers JDBC, ils faisaient leur appel à l'intérieur d'un synchronize. Donc heureusement, ça a été réécrit. Donc actuellement, les drivers Postgres, H2 et Oracle ont plus de problèmes. Donc peuvent être utilisés avec les threads virtuels. D'accord. Comment on résout le problème? On vire les synchronize, on met des rentrants lock et oh magie, ça marche. Parce que les rentrants lock, c'est du code écrit en Java, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Les rentrants lock, ils allouent le lock dans le tas, ils ne l'allouent pas sur la pile. Donc il n'y a pas de problème. Notez qu'actuellement, il y a 2 efforts pour réécrire les synchronize pour plus avoir ce problème-là. Mais réécrire les synchronize, qui sont des trucs hyper optimisés, bizarrement, ça ne se fait pas en 10 secondes. D'accord. Donc il a été décidé de sortir quand même les threads virtuels, parce que c'était vachement pratique pour les gens, même si ça veut dire que, attention, il y a certains codes qui, quand je fais des appels bloquants à l'intérieur d'un synchronize, globalement, ça veut dire que ma thread virtuelle, elle ne peut pas être recopiée. Donc je perds le bénéfice des threads virtuels. Je perds que le bénéfice pour celle-là, hein, pas pour les autres. Mais je perds le bénéfice pour celle-là. D'accord. Donc, Quarkus et Micronaut, ils ont un léger problème technique, c'est qu'ils ne sont basés que sur Netty. Ils ont dit « Ouais, full Netty ». Notez que c'est très dangereux hein, comme stratégie, si on réfléchit 10 secondes, de dire « Je me marie avec un serveur web ». Ça veut dire que le serveur web, après, il doit toujours être maintenu. Si jamais j'ai un problème avec ce serveur web-là, je ne peux pas changer. Avec Spring, vous pouvez changer votre serveur web, autant que vous voulez. D'accord? Et comme Netty ne supporte pas les threads virtuels, et ça va être compliqué, si vous regardez le modèle de Netty, le gros problème, c'est qu'une thread virtuelle, quand donc on la copie à un endroit, et quand elle est reschedulée, elle n'est pas forcément reschedulée sur la même thread. Pourquoi c'est intéressant? Ça veut dire qu'on peut utiliser les autres cœurs. On n'est pas obligé d'attendre que ce cœur-là soit disponible. Quel est le gros problème de Netty? Netty n'est pas capable de faire ça. Netty, quand il reschedule un truc, il reschedule au même endroit, dans la même thread. Donc c'est génial, on n'a pas de problème de thread safe avec Netty. Vous vous en foutez, hein, parce que vous êtes au-dessus, vous ne le voyez pas, mais les gens qui écrivent le code au-dessus de Netty avant vous, d'accord, ça veut dire qu'ils écrivent un code plus simple. Mais ils perdent en performance, et surtout, bah, ça ne marche pas avec les threads virtuels. Donc il y a des bagarres en ce moment entre les gens de Netty qui disent « S'il vous plaît, créez des threads virtuels où je peux rescheduler sur la même. » Mais le problème, c'est que, en termes de performance, c'est pas ça. Et une fois qu'on a goûté aux performances, c'est dur de dire « Non, on va casser les performances juste pour les gens de Netty. » Donc comment ça marche pour Quarkus et Micronaut qui sont basés sur... on peut mettre une annotation. Je vous ai mis les noms des annotations. Run on virtual thread ou execute blocking.
Ouais, Micronaut, en plus, ils font des trucs compliqués. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va scheduler sur un autre pool de threads qui sont des threads virtuels. Donc c'est quand même intéressant, puisqu'il reschedule. Mais ça veut dire que ce n'est pas natif. Il ne schedule pas votre tâche, il va la rescheduler sur un autre pool. Donc ça sera toujours moins efficace que d'utiliser Tomcat ou Jetty. Mais au moins, ça veut dire qu'on peut faire des appels bloquants maintenant en plein au milieu. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà joué à faire des appels bloquants en plein au milieu de votre truc. Mais souvent, ça se passe assez mal quand on utilise Netty. Donc c'est pas complètement rose, mais principalement parce que la plateforme Java change, ses caractéristiques changent, et ça ne s'adapte pas forcément à tous les projets. Entre autres, principalement les projets qui ont eu tendance à abuser de « je vais écrire le truc en C, ça va être un peu plus rapide ». Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps à passer là-dessus. On va faire semblant que j'ai... Hop, vous l'avez vu? Et c'est le dernier truc que dont je voudrais parler, parce que c'est un truc qui va vous arriver. Est-ce qu'il y a des ops dans la salle? Ah, il n'y en a pas beaucoup, ou les autres ils n'osent pas, parce que leur salaire il est moindre. Non, mais il y a un super mot, il faut dire que vous êtes DevOps, et comme ça votre salaire c'est le même. Non, c'est pas le but de DevOps? Non? C'était pas ça l'idée? Revaloriser les salaires des Ops? Non? Non? J'ai pas bien compris? Il faudra qu'on me réexplique. On va parler d'intégrité de la plateforme. Alors l'intégrité de la plateforme, c'est le mot qu'utilise Oracle pour essayer de vous expliquer que vous sautiez par-dessus les barrières avant et que maintenant vous n'avez plus le droit. Alors c'est quoi l'intégrité de l'OpenJDK? Notez que c'est un truc qui est vachement important, mais avec l'introduction des modules en Java, notez, les modules, il y avait deux buts. Il y avait un but qui était de dire, maintenant, mon OpenJDK, les gens ils peuvent plus aller taper dedans comme ils veulent. Et ça, c'est un but qui a bien réussi. D'accord, maintenant les gens ne vont plus taper dedans. C'est ce qui a permis d'avoir les threads virtuels rapidement, hein, puisque ça veut dire qu'on pouvait bouger des morceaux de code à l'intérieur de l'OpenJDK sans que ça pose de problème, parce qu'on savait que personne ne pouvait y accéder. Maintenant. D'accord? On ne peut plus faire un set accessible vrai et aller taper dedans. Ça ne marche plus. D'accord? Donc ça, c'est assez cool. Pourquoi? Parce que pour Loom, il a fallu changer l'implémentation de la réflexion. Je ne sais pas si vous le savez, mais Alan Bateman, il a réécrit la réflexion. Dedans. On peut se dire, mais pourquoi? Parce que la réflexion, la façon dont ça marchait avant, ça appelait du code C qui appelait votre code. Et on ne veut pas du code C en plein milieu du truc. D'accord, il a fallu réimplémenter les sockets, les channels et ce genre de choses-là. Il y a plusieurs endroits où on a des problèmes d'intégrité actuellement en Java. On a le problème avec les agents dynamiques. Ce qu'on appelle les agents dynamiques, c'est on a un certain nombre de librairies. La plus connue, c'est ByteBuddy, qui fait un truc assez marrant, c'est vous lancez votre programme. Quand vous appelez une des méthodes de ByteBuddy, ça relance une autre VM à côté qui va attacher votre VM, et comme ça, elle peut utiliser l'interface pour changer le code de votre VM. Instrumenter le code. D'accord? Ça, c'est pas terrible, ça veut dire que le code que vous exécutez, c'est plus le code que vous exécutez, puisqu'il a été changé dynamiquement. Donc actuellement, il y a une JEP pour ça. Pour l'instant, elle n'est pas inclue dans le JDK. Mais il y a un moment ou un autre où il va falloir désactiver le chargement des agents dynamiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des probes ou des trucs comme ça, il faudra les passer sur la ligne de commande. La plupart du temps, c'est ce qui est fait, mais ce n'est pas fait tout le temps. D'accord? Je ne sais pas comment vous faites du monitoring sur vos applis. Non, vous laissez aux ops. C'est pour ça que je vous demandais aux ops comment ils font le monitoring de vos applis. D'accord? Mais ça pose pas de problème si on utilise Java Agent, ça pose pas de problème si dans le manifeste du jar, on fait un launcher agent class. Il y a plein de gens qui font ça, par exemple. Enfin, les gens qui utilisent New Relic, ou ainsi de suite, par exemple, ils font ce genre de choses-là, automatiquement. Mais toujours est-il que, par défaut, on n'aura plus la possibilité de se connecter dynamiquement.
D'accord, un agent parce que ça veut dire que la VM peut s'auto-instrumenter, ce qui n'est pas une très bonne chose en termes de sécurité. On veut faire la même chose pour GNI aussi, les appels en C. On l'a vu actuellement, vous ne savez pas, quand vous utilisez Netty, vous utilisez des librairies natives. D'accord? On veut que les gens soient au courant. Pourquoi? Parce que quand la VM crache, ça ne va pas forcément crasher à l'endroit où on a fait des bêtises, mais à un autre endroit. D'accord? Donc on veut être capable de dire, quand vous démarrez votre VM, je sais que je vais utiliser JNI. Donc avoir un flag spécifique pour dire, il n'y a pas de problème, on utilise JNI. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va rejaillir dans les confs, et ça veut dire que quand on débug les choses pour les ops, on sait qu'il faut faire attention à ces librairies-là, parce qu'elles risquent de rendre la VM instable. D'accord? Donc pour JNI, donc on a un truc qui s'appelle les Foreign Function and Memory API. Donc c'est une API qui va être dans Java 22 puis en mode incubateur. C'est l'équivalent des previews. Preview c'est pour les features et incubateur c'est pour les API. Donc la capacité de dire je peux faire des malloc en Java en fait. D'accord? Mais pareil, cette capacité-là, il faudra mettre un beau flag en disant oh, attention, oui, tu veux allouer la mémoire à la main et travailler à la main. D'accord? Je veux dire, il y a plein de softs qui font ça. Hein. Il y a plein de softs qui se sont bâtis uniquement sur le fait d'être capable de gérer à la main, d'accord, tout ce qu'on appelle la mémoire off-heap, en dehors de la heap. Cassandra, par exemple, c'est un très bon exemple de ce genre de choses-là. Il faudra passer Enable Native Access dessus. D'accord? Que ce soit pour JNI ou que ce soit pour en utilisant la nouvelle API. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de restreindre les choses? Vous vous en foutez, vous n'êtes pas des ops. De toute façon, ça va que les toucher eux. Est-ce que ça veut dire que quand on déploie quelque chose, maintenant, il va falloir savoir les dépendances de dépendance si elles n'utilisent pas du JNI? Parce que la plupart du temps, vous êtes d'accord que vous n'utilisez pas Netty. Vous utilisez des trucs par-dessus Netty. Donc vous êtes super loin du jar qui utilise du code en C. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose de savoir? Si vous vous taisez, ça sera fait. Si vous ne vous taisez pas, ça sera sûrement fait aussi, parce que c'est Oracle, mais au moins vous êtes prévenus. Donc je voulais finir là-dessus. Donc Java 21, on a vu, il y a pas mal de changements du langage. D'accord? C'est ce qui fait que les IDE ont un peu du mal. Si vous regardez, que ce soit IntelliJ, que ce soit Eclipse, le support marchouille, surtout des preview features. Si vous n'utilisez pas les preview features, il n'y a aucun problème. Mais les preview features, ça demande du temps pour être implémenté. Et on a quelques changements des API. Je pense que les threads virtuels, c'est génial si vous démarrez un nouveau projet. Je pense que vous n'avez aucun intérêt à réécrire votre code pour utiliser des threads virtuels. D'accord? Parce que ça va coûter trop cher pour rien. Ouais. Première question, pourquoi réécrire le code pour utiliser les threads virtuels? Vous avez dit que ça serait transparent. C'est transparent sauf si tu utilises des trucs comme les monos et les... Ça dépend ce que tu utilises comme API. D'accord. Deuxième question du coup, quelle est la différence de fonctionnement entre les threads virtuels et le code réécrit en réactif? Le code qui est réécrit en réactif, il conserve pas ta pile. Donc quand tu débugs, c'est l'enfer. Quand tu profiles, c'est l'enfer. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de profiler du code écrit comme ça, mais comme ça ne conserve pas la pile, tu n'as aucune information de profile qui est correcte. Donc, en termes de technologie, si tu regardes juste le fond, ça devrait être la même chose. D'accord? Le seul truc, c'est qu'avec les threads virtuels, comme tu gardes ta pile, tu l'as stocké dans la heap, ta pile, à côté, tu as des stack traces qui sont corrects. Donc, voilà. Est-ce que dans tous les cas, ça sera plus rapide d'utiliser des threads virtuels? Je ne pense pas.
Je pense que pour la majorité des cas, ça serait d'accord. Mais moi, ce que j'ai eu l'impression, c'est que les gens, ils utilisaient les API réactives un peu par effet de mode, plus que parce qu'ils avaient des problèmes de performance. Parce que quand on regarde, on commence à utiliser des API réactives quand on commence à avoir genre 10 000 requêtes à la seconde ou ce genre de choses-là. Est-ce que vraiment vos services, ils ont 10 000 requêtes à la seconde? Certains, oui. Et dans ce cas-là, il faut le faire. Mais là, on peut utiliser des threads virtuels maintenant. Mais je pense que pour la majorité des gens, il n'y avait déjà pas besoin avant. Il y avait déjà un mécanisme de hype qui faisait que les gens utilisaient les API réactives uniquement parce que c'est la nouveauté et le non réactif, c'est cool. Enfin, c'est comme agile au moment où c'était cool, quoi. Tu vas pas dire que t'es pas agile. Pareil, tu vas pas dire que t'es pas réactif. Quand on regarde le mot, il est quand même super bien choisi. Est-ce que les threads virtuels vont avoir un impact énorme? Je pense oui, mais pas maintenant, là. Dans le futur, pour les nouveaux projets. Et ce qui est sûr, c'est que tous les projets qui n'utilisent pas les trucs réactifs, pour eux, c'est super facile. Tu utilises juste le truc de Spring Boot où tu dis enable thread virtuel vrai, et c'est fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Ouais. On va les prendre au micro pour oui. les avoir la vidéo. Merci pour la présentation. Sur des frameworks comme Spring, par exemple, où on a juste un petit flag à passer, est-ce qu'on ne va pas troquer de la performance contre des problèmes de back pressure? Alors, la back pressure, c'est un truc qui est assez marrant, parce que c'est un problème qui a été inventé pour résoudre un problème que tu as en réactif, mais que tu n'as pas dans la vraie vie. Tu peux l'avoir, le problème, mais c'est un problème un petit peu différent. C'est plutôt comment tu fais pour ne pas écrouler le serveur d'en face. Le vrai problème. Je veux dire, normalement, comme ton API elle est bloquante, et que ton système il va répondre dans un certain temps, tu as déjà ta back pressure. Tu n'as pas besoin de plus. D'accord? Un autre problème que tu as, et qui est un vrai problème celui-là, c'est comment tu fais pour ne pas écrouler le voisin en lui envoyant tellement de requêtes, parce que si tu fais une boucle sur 1 millier de virtual threads, et que tu fais aller chercher je sais pas quoi sur ce truc-là, là ça va poser problème. Et pour l'instant, on n'a pas d'API pour ça. Parce que c'est un des trucs qui a été mixé avec les API réactives et le fait justement de faire tout ce qui est rate limiting. Et actuellement, il n'y a pas d'API qui découple ces deux trucs-là. C'est des API à inventer actuellement. Une autre question? N'hésitez pas, c'est le moment. Attends, il arrive ici. Quel conseil vous donneriez à un étudiant qui doit du coup faire face au choix par rapport à quelle version de Java utiliser par rapport aux changements qui ont été donnés avec Java 21? Alors, est-ce que tu es étudiant ou est-ce que tu es apprenti dans une boîte ou... c'est facile, tu prends la dernière version sur ton CV, c'est le mieux. D'accord. Enfin, t'as aucune raison de dire je vais prendre une version d'avant. Je vois pas trop l'intérêt. C'est plus compliqué si tu es dans une boîte. Parce que si tu es dans une boîte, un des trucs que tu dois pas faire, c'est justement pas faire du résumé driven development, on va dire. Qui est de pas prendre la dernière techno du jour. Quand tu es étudiant, c'est génial, tu peux prendre la dernière techno du jour. Parce que même si tu l'utilises pas après, tu auras appris des choses, tu auras appris comment les trucs qui fonctionnent. Un des problèmes qu'il y a actuellement dans les boîtes, c'est que les boîtes laissent pas suffisamment de temps aux gens pour regarder une techno. On utilise une techno et c'est comme ça qu'on la regarde. Si on prenait un peu plus de temps à juste regarder une techno et se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas de l'utiliser, si on avait ce temps-là, je pense qu'il y a des technos qu'on n'aurait pas sélectionnés, je n'ai pas dit Kubernetes, pour
Je déraille moi-même ma conversation, pardon. Mais je pense que malheureusement, le fait qu'on ne laisse pas le temps aux développeurs de regarder les autres technos, c'est un grand mal actuel du développement. Parce que si on avait plus de temps pour regarder les trucs, ben on se rendrait compte si c'est pertinent ou pas pertinent. Et on ne serait pas en train de dire « je vais utiliser le dernier truc à la mode » parce que j'ai eu le temps de le tester. En fait. Mais en même temps, c'est super dur à vendre. Toi, tu n'as pas de manager. Profite-en. Je vais le faire. Merci pour la présentation encore. Moi, je souhaiterais revenir sur les record patterns, à savoir si dans le switch, on peut déconstruire des records de records, en fait, des compositions. Oui, on peut faire des records de records. Okay. Alors, est-ce que je veux un exemple de record? Mais par exemple, ici, on va rajouter un chien. Pourquoi pas? D'accord. Et ici, on peut dire que mon chien, il a un nom. Et donc ici, on peut dire dog string name. Voilà, sauf que j'en ai un name et un name, mais voilà. Top. Ça marche quand on fait des records. Après, ça va commencer à être long, comme ça. Surtout avec les when. Mais effectivement, c'est aussi quelque chose d'important. Ça arrive de temps en temps que la décision, ça soit pas au niveau, mais ça soit au niveau juste d'en dessous. Et donc, on va être capable d'aller plus bas. Oui. Top, merci. Ouais. Une petite ici, et après, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, sur l'exemple qui est là, le switch, le fait de dire soldier et carrier, c'est pas redondant avec la liste des paramètres, la liste le name des paramètres et tout ça. Ici, là, ce qu'on donne, c'est vraiment la liste. On appelle ça les record components, les composants du record. Ouais, mais en fait, quand tu dis case soldier, en fait, forcément, c'est déjà un soldier, donc tu as déjà la liste des champs. Non, parce que tu peux mettre des types plus précis, par exemple. Tu pourrais dire... Alors, string, c'est pas un bon exemple. Zut, j'ai pas de trucs qui sont... Ici, là, tu pourrais dire ArrayList, si tu veux. Et ça marcherait que pour les ArrayList. Ah, du coup, donc si tu mets carrier ArrayList, il va juste matcher les carriers où il se trouve que les unités sont en fait un ArrayList. Ouais, c'est ça. Et là, il compile pas parce qu'il me dit quand c'est une liste, qu'est-ce que je fais? Mais... Non, on a dit pas de default. Merci. Eh ben, merci Rémi, je pense qu'on peut applaudir.